Vous n'imaginez sans doute pas ce qui m'est arrivé après avoir découvert que mon mari me trompait avec notre plus chère voisine, une femme que je considérais presque comme ma fille et qui fréquentait notre maison depuis plus de 15 ans. Moi, Bernadette, à 73 ans, je pensais avoir tout vu dans la vie, mais rien ne m'avait préparé à ce qui allait suivre. Quand j'ai surpris Étienne, mon compagnon depuis 42 ans, murmurer des mots d'amour à Célestine au téléphone, mon monde s'est complètement effondré. Mais ce qui s'est produit dans les mois suivants défie toute explication logique et a changé à jamais ma compréhension de l'amour, de la trahison et du pouvoir mystérieux de la culpabilité. Si vous êtes curieuse de savoir comment cette histoire s'est déroulée et de découvrir ce qui s'est réellement passé lorsque j'ai confronté cette situation impossible, restez avec moi jusqu'à la fin, car c'est une histoire que vous n'oublierez jamais et qui pourrait bien changer votre façon de voir les relations et le pardon. Le parfum suave du jasmin qui se dégageait de ce papier froissé me donna la nausée pour la première fois depuis des décennies. Mes mains tremblaient en tenant le billet qui était tombé de sous la table de la cuisine, et un instant, je crus que j'allais m'évanouir là, sur le sol froid, en tommettes anciennes, de notre maison centenaire, à Beauregard-sur-Saône. L'écriture cursive et délicate de Célestine Lambert sautait du papier comme un serpent venimeux. Jeudi 15 heures, au Moulin des Rocheforts. Il faut que je te voie, mon amour. Je ne peux plus vivre en prétendant ne rien ressentir pour toi. Mon nom est Bernadette Dubois. J'ai 73 ans. Et à cet instant, j'ai eu l'impression que toute ma vie s'effondrait comme un château de cartes. Étienne était dans le potager, arrosant les légumes que nous avions plantés ensemble, il y a plus de 20 ans, en sifflotant une vieille chanson d'Édith Piaf, sur laquelle nous avions l'habitude de danser, au temps de nos fiançailles. À 76 ans, mon mari conservait les mêmes gestes délicats que lorsque nous nous étions rencontrés au bal du village, les mêmes mains calleuses qui avaient un jour tenu les miennes, en promettant un amour éternel. Je l'observais par la fenêtre de la cuisine pendant qu'il s'occupait des tomates, avec le même soin qu'il mettait à me coiffer chaque matin depuis 42 ans. Comment était-il possible que cet homme, qui pleurait devant les téléfilms sentimentaux et qui me rapportait encore des fleurs des champs cueillis sur le chemin du retour, puisse me trahir? Célestine était notre voisine depuis 15 ans, une veuve de 45 ans qui m'avait toujours semblé être une fille. Quand elle avait perdu son mari dans un accident sur la départementale qui relie Beauregard à Chalon-sur-Saône, c'est sur notre épaule qu'elle avait pleuré des mois durant. Étienne et moi l'avions accueillie comme un membre de la famille, partageant nos repas, nos fêtes de fin d'année, nos conversations sur la terrasse les paresseux dimanche après-midi. Elle connaissait chaque recoin de notre maison, chaque histoire de notre famille, chaque rêve que nous avions pour les petits-enfants, que nous espérions encore avoir. La trahison ne venait pas seulement de mon mari, mais aussi de la personne que je considérais comme l'enfant que je n'avais jamais pu avoir. Le papier du billet était humide de mes larmes quand je réussis enfin à bouger. Je le cachais entre les pages du livre de recettes de ma mère, un endroit où je savais qu'Étienne ne regarderait jamais. Mon cœur battait si fort qu'il semblait un tambour résonnant contre les murs anciens de notre maison de maître, construite en 1890 par un riche vigneron bourguignon, dont le fantôme, selon les légendes locales, arpentait encore les couloirs les nuits de pleine lune. À cet instant, je me sentais moi-même comme un fantôme, une présence invisible dans ma propre vie. Pendant le dîner ce soir-là, j'observais chaque geste d'Étienne avec des yeux de détective. La façon dont il évitait mon regard, dont il jouait nerveusement avec son alliance en or qui avait perdu son éclat avec le temps, dont il fredonnait une mélodie que je ne reconnaissais pas. Quand il mentionna qu'il devait sortir jeudi après-midi pour régler des papiers chez le notaire, je sentis mon estomac se tordre. C'était exactement l'heure fixée sur le billet de Célestine. Le mensonge sortait de la bouche de l'homme qui m'avait toujours dit la vérité, et chaque mot était comme un coup de poignard dans la poitrine. Célestine apparut sur notre terrasse le lendemain matin, comme elle le faisait tous les mercredis pour prendre le café avec nous, avant de se rendre à son travail au magasin de tissus du centre-ville. Elle portait une robe à fleurs bleues, qui mettait en valeur ses yeux clairs et ses cheveux châtains, ondulés, qui semblaient ne danser au vent. À 45 ans,
Elle conservait cette beauté qui attirait l'attention de tous les célibataires de la ville, et apparemment aussi celle de mon mari. Pendant que nous parlions des derniers potins du voisinage et qu'elle m'aidait à peler les oranges pour le jus matinal, j'analysais chaque sourire qu'elle adressait à Étienne, chaque regard qu'ils échangeaient quand ils pensaient que je ne faisais pas attention. La douleur que je ressentis ces premiers jours était différente de toute souffrance que j'avais connue. C'était comme si on m'avait arraché le cœur pour le piétiner dans la terre du jardin. Je passais des nuits entières éveillée, feignant de dormir à côté de l'homme qui avait promis de m'aimer pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'écoutais sa respiration tranquille, et je me demandais depuis combien de temps il me trompait, combien de mensonges il avait racontés, combien de baisers il avait donnés à d'autres lèvres, pendant que j'attendais à la maison, en préparant le dîner que nous partagerions, en couple heureux. Ma personnalité a toujours été marquée par la patience, un trait que ma mère disait que j'avais hérité d'elle et qui m'a bien servi toutes ces années, à élever une famille, à gérer notre petite maison et à soutenir Étienne dans les moments difficiles. Mais en ces jours de découverte, la patience se transforma en quelque chose de plus dangereux, une capacité à planifier et à observer que je ne me connaissais pas. Je commençais à remarquer des choses qui passaient inaperçues auparavant, comme le fait qu'Étienne prenait sa douche et se parfumait toujours avant de sortir le jeudi, ou comment il avait commencé à cacher son téléphone portable sous l'oreiller la nuit. Le conflit intérieur qui me tourmentait était brutal. D'un côté, il y avait la femme amoureuse qui aimait encore profondément l'homme, avec qui elle avait construit toute une vie, qui voulait croire que tout n'était qu'un terrible malentendu. De l'autre naissait une Bernadette que je ne connaissais pas, une femme capable de colère, de soif de vengeance et d'une froideur calculatrice qui m'effrayait. C'était comme si deux personnes différentes habitaient mon corps en même temps, menant une guerre silencieuse qui me laissait épuisée et confuse. Le jeudi arriva avec un soleil de plomb typique de l'été bourguignon. Étienne quitta la maison à 14h30, après un déjeuner où il avait à peine mangé, disant qu'il serait de retour avant le dîner. J'attendis qu'il disparaisse au coin de la rue pavée avant de prendre mon vieux vélo et de me diriger vers l'ancienne propriété des Rochefort. Le moulin se trouvait à environ 3 kilomètres du centre-ville, sur un terrain qui avait appartenu à la famille la plus riche de la région, jusque dans les années 60, lorsque la crise les avait forcés à tout vendre et à déménager à Lyon. Je pédalais sur les chemins de terre battus que je connaissais depuis l'enfance, passant devant les fermes, avec leurs grandes terrasses et leurs cours pleines de poules picorants, les champs de maïs et de tournesol qui s'étendaient à perte de vue, les arbres centenaires qui avaient été témoins de générations de familles comme la nôtre. Le vent chaud frappait mon visage, séchant les larmes qui insistaient à pour couler, et un instant, je me sentis comme l'adolescente que j'avais été, quand je croyais que l'amour était éternel et que les promesses faites devant l'autel de l'église étaient sacrées. Je cachais le vélo derrière un bosquet de bambous et marchais silencieusement jusqu'à une position d'où je pourrais observer l'ancien moulin sans être vu. Le bâtiment de pierre était partiellement couvert de lierre et de mauvaises herbes, mais conservait encore la structure solide qui avait moulu le grain pour la moitié de la région pendant des décennies. C'était un lieu qui gardait les souvenirs de temps prospères, avant que les jeunes ne commencent à migrer vers les grandes villes en quête de meilleures opportunités. À 15 heures précises, je vis Étienne arriver à pied par le raccourci qui traversait le pré. Mon cœur se serra en voyant comme il regardait nerveusement de tous côtés, comme s'il faisait quelque chose qu'il savait être mal. 10 minutes plus tard, Célestine apparut à vélo, portant une robe jaune que j'avais moi-même aidé à choisir lors d'une de nos virées shopping en ville. Ils s'étreignirent d'une manière que je n'avais pas vu Étienne m'étreindre depuis des années, avec une passion et une urgence qui me transpercèrent l'âme comme une lame acérée. Ce que je vis cet après-midi-là changea à jamais ma façon de voir mon mariage, ma vie et moi-même. Ils parlèrent avec animation pendant quelques minutes, rirent ensemble d'une blague privée, s'embrassèrent avec l'intensité de deux adolescents passionnés, découvrant l'amour pour la première fois. C'était comme assister à l'enterrement de mon propre cœur, voir l'homme que j'aimais manifester pour une autre femme, des sentiments que je croyais exclusivement miens. À cet instant, je décidai que la Bernadette patiente et soumise
venait de recevoir son congé. Je rentrais chez moi en pédalant comme une folle sur les chemins poussiéreux, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir exploser dans ma poitrine. Les images de ce que j'avais vu au moulin se répétaient dans mon esprit comme un film d'horreur que je ne pouvais pas éteindre. Étienne embrassant Célestine, ses mains caressant son visage, les deux riant ensemble comme s'ils étaient les seuls habitants du monde. Quand j'arrivai à la maison, il n'était pas encore rentré, ce qui me laissa le temps de me laver le visage, de changer mes vêtements, en sueur, et de prétendre que j'avais passé l'après-midi à broder sur la terrasse, comme je le faisais toujours le jeudi. Étienne arriva à 17h30, sifflotant doucement, et avec un sourire au visage qu'il ne m'avait pas adressé depuis longtemps. Il dit que les papiers chez le notaire avaient pris plus de temps que prévu, mais que tout était réglé. J'observais chaque mot qui sortait de sa bouche, chaque geste qu'il faisait, chaque expression qui traversait son visage ridé par le temps. C'était comme si je voyais un étranger déguisé en mari, quelqu'un qui avait appris à imiter parfaitement l'homme avec qui je vivais depuis plus de 4 décennies. Pendant le dîner, il était différent, plus bavard, plus enjoué, racontant de vieilles histoires dont il ne se souvenait plus depuis des années, s'enquérant de ma journée avec un intérêt qui semblait forcé. C'était comme s'il essayait de compenser sa culpabilité en étant excessivement attentionné. Mais chaque geste affectueux de sa part me blessait plus que n'importe quelle grossièreté. Quand il prit ma main sur la table et dit qu'il m'aimait, je dus me mordre la langue pour ne pas crier qu'il était un menteur, un traître, un homme qui avait détruit notre famille avec ses mensonges. Cette nuit-là, allongée à côté de lui dans notre lit conjugal qui avait été témoin de tant de nuits, d'amour et de complicité, je commençais à échafauder mon plan d'investigation. Si Étienne pensait que je n'étais qu'une vieille femme naïve, qui croirait n'importe quelle excuse, il se trompait lourdement. À 73 ans, j'avais encore toute mon intelligence, et la douleur que je ressentais se transformait en une détermination froide qui m'effrayait et me renforçait à la fois. Dans les jours qui suivirent, je me transformais en une détective silencieuse au sein de ma propre maison. Je commençais à prêter attention à chaque détail qui m'échappait auparavant. Je remarquais qu'Étienne avait changé de shampoing, avait commencé à utiliser une lotion après rasage que je ne reconnaissais pas, et que ses vêtements sentaient un parfum féminin qui n'était certainement pas le mien. Il commença aussi à recevoir des appels sur son portable, auxquels il répondait toujours dans le jardin, loin de mes oreilles, parlant bas et riant d'une manière qui me brisait le cœur. Célestine continuait de passer prendre le café avec nous tous les mercredis, et maintenant j'observais chaque interaction entre eux avec des yeux de lynx. Les regards qu'ils échangeaient quand ils pensaient que je ne regardais pas, la façon dont elle touchait nonchalamment son bras en lui passant le sucre, comment ils trouvaient toujours une excuse pour l'aider avec quelque chose quand elle venait nous rendre visite. C'était comme assister à une pièce de théâtre où tous les acteurs connaissaient le scénario, sauf moi, et découvrir que j'étais à la fois le public et la victime de l'histoire. Ma première stratégie fut simple mais efficace. Je commençais à quitter la maison à des heures inhabituelles, en inventant toujours des excuses plausibles. Parfois, je disais que j'allais rendre visite à Geneviève, mon amie d'enfance qui habitait de l'autre côté de la place du village. D'autres fois, je prétendais avoir des engagements à l'église, ou besoin d'acheter des médicaments à la pharmacie. En réalité, je restais cachée à différents endroits de la ville, observant les mouvements d'Étienne et de Célestine, cartographiant leur routine de trahison comme une enquêtrice professionnelle. Je découvris qu'ils ne se voyaient pas seulement le jeudi au moulin. Étienne se rendait également chez elle le mardi, toujours vers 14h, quand elle revenait de son déjeuner. Je me positionnais derrière la haie de bambou de la maison de Madame Rousseau, notre voisine âgée qui faisait la sieste tous les après-midi, et j'observais mon mari entrer dans la maison de Célestine comme s'il était chez lui. Il y restait 2 heures, sortant toujours avec un sourire satisfait qui me donnait la nausée. La deuxième découverte fut encore plus douloureuse. Il se retrouvait aussi le samedi matin au marché couvert, prétendant que c'était une coïncidence, mais planifiant en réalité ces rencontres fortuites pour pouvoir échanger des mots doux et des regards passionnés au milieu de la foule. Étienne revenait toujours de ses visites au marché avec des produits qu'il n'avait pas l'habitude d'acheter, comme des chocolats fins
ou des fleurs qu'il disait avoir achetées pour moi, mais que je savais maintenant être les restes de ce qu'il lui avait offert. Après 2 semaines d'enquête intense, j'avais complètement cartographié la routine de trahison des deux. Les mercredis étaient mentas pour les petits déjeuners chez nous, où il profitait de ma présence pour feindre la normalité, tout en échangeant des codes secrets. Les mardis et jeudis étaient pour les rendez-vous privés, chez elle et au moulin, respectivement. Les samedis étaient hot pour les démonstrations publiques déguisées en rencontres fortuites. Et les dimanches étaient mains pour se dire au revoir après la messe, quand Célestine trouvait toujours une excuse pour ne pas déjeuner avec nous, comme elle l'avait fait pendant des années. Ce qui me blessait le plus n'était pas seulement la trahison physique, mais l'intimité émotionnelle qu'ils avaient à construite. J'entendais Étienne chanter sous la douche des chansons qu'il ne m'avait jamais chantées. Je le voyais prendre soin de son apparence, d'une manière qu'il n'avait pas fait depuis des décennies. Je percevais comme il était plus vivant, plus heureux, plus jeune. C'était comme si Célestine avait réveillé en lui un homme que je ne savais même pas exister, ou que j'avais peut-être perdu au fil des ans, sans m'en rendre compte. Un matin, alors qu'Étienne était dans la salle de bain en train de se préparer pour un autre de ses rendez-vous secrets, je décidai de fouiller les poches de ses vêtements. Entre des pièces de monnaie et des pastilles aux à la menthe, je trouvai un petit papier avec l'écriture de Célestine. « Merci pour le merveilleux après-midi d'hier. Tu me fais me sentir de nouveau vivante. Je t'aime un peu plus chaque jour. » Lire ces mots fut comme recevoir un coup de poing dans l'estomac. Elle le remerciait pour un après-midi dont je ne savais même pas qu'il avait eu lieu, déclarant un amour qui aurait dû être le mien de droit. Ce soir-là, en préparant le dîner comme je le faisais depuis plus de 40 ans, je sentis une fureur monter en moi que je n'avais jamais connue. C'était comme si un animal sauvage s'était réveillé dans ma poitrine, grognant et exigeant justice. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était un mélange toxique d'humiliation, de trahison, de déception et un désir ardent de vengeance qui me consumait de l'intérieur. La Bernadette soumise et patiente était définitivement enterrée, et à sa place naissait une femme que je ne reconnaissais pas, mais qui était prête à tout pour retrouver sa dignité. Pendant qu'Étienne dînait tranquillement, racontant des histoires banales sur sa journée de retraité, je planifiais mentalement les prochaines étapes de mon enquête. J'avais besoin de preuves concrètes, d'évidences qui ne pourraient être niées ou expliquées par des mensonges commodes. J'avais besoin de quelque chose qui détruirait le récit d'innocence qu'ils avaient là construit, quelque chose qui exposerait l'hypocrisie et la fausseté qui rongeait même ma famille de l'intérieur. Ma prochaine stratégie serait plus risquée, mais aussi plus efficace. J'achèterais un appareil photo simple au magasin d'électronique du centre-ville, quelque chose que je pourrais transporter facilement et utiliser discrètement. S'il voulait pas ne jouer à cache-cache, je jouerais ce jeu mieux qu'il ne l'imaginait. Après tout, j'avais un avantage qu'il ne savait pas que je possédais, l'élément de surprise et une patience de 73 ans qui s'était transformée en une arme mortelle entre les bonnes mains. La dernière chose que je vis avant de m'endormir cette nuit-là fut Étienne tapotant sur son portable sous les couvertures, envoyant des messages à quelqu'un qui n'était pas moi, souriant seul comme un adolescent amoureux. À cet instant, je pris une décision qui changerait le cours de nos vies pour toujours. Je ne serais plus l'épouse trompée qui souffre en silence. Je serais la femme qui se battrait pour la vérité, coûte que coûte, même si cela signifiait détruire tout ce que nous avions construit ensemble au fil de plus de 4 décennies. Le lendemain matin, je me réveillais avant le lever du soleil, avec une détermination qui brûlait dans ma poitrine comme un feu sacré. Étienne dormait encore profondément, à côté de moi, ronflant doucement comme il l'avait toujours fait, mais maintenant ce son qui m'apaisait autrefois m'irritait profondément. Je me levai silencieusement, préparai un café fort et m'assis sur la terrasse pour planifier les prochaines étapes de ma mission. La ville de Beauregard était encore enveloppée dans la brume matinale qui couvrait toujours les vignobles, et le silence de l'aube me donnait la clarté d'esprit dont j'avais besoin pour élaborer une stratégie infaillible. À 8 heures, quand Étienne partit pour sa promenade matinale sur la place du village, chose qu'il faisait religieusement tous les jours depuis sa retraite de l'usine de textile, je me dirigeais vers le centre-ville. Le magasin d'électronique de M. Durand se trouvait dans la rue principale, entre la pharmacie de Madame Olivier et la boulangerie des frères Martin.
J'y entrais pour la première fois de ma vie, me sentant complètement perdue parmi tant d'appareils modernes que je ne comprenais pas, mais déterminée à trouver l'outil dont j'avais besoin pour documenter la trahison de mon mari. Monsieur Durand, un homme corpulent et sympathique d'une 60aine d'années, qui connaissait toute ma famille depuis des décennies, fut surpris de me voir là. J'expliquais que je voulais acheter un appareil photo petit et discret pour documenter les recettes de cuisine de ma grand-mère avant que les feuilles jaunies ne se désagrègent complètement avec le temps. C'était un mensonge convaincant, étant donné que toute la ville connaissait mon amour pour la cuisine traditionnelle, bourguignonne, et les traditions familiales. Il me montra un appareil numérique simple, de la taille de la paume de ma main, qui tenait parfaitement dans mon sac à main et avait un zoom puissant qui me permettrait de photographier de loin sans être perçu. Je dépensais presque toutes les économies que je gardais dans une vieille boîte à biscuits cachée derrière les bocaux de conserve dans le cellier. De l'argent que j'avais économisé centime par centime pendant des années en vendant des confitures maison et des tartes aux fruits lors des fêtes du village. Chaque euro représentait des heures de travail acharné. Mais à cet instant, je sentis que je faisais l'investissement le plus important de ma vie, achetant l'arme qui me permettrait de reconquérir ma dignité et de démasquer la fausseté qui avait envahi ma maison. Je passais le reste de la matinée à la maison à apprendre à utiliser l'appareil photo, lisant le manuel avec la même concentration que j'accordais aux recettes les plus complexes de ma grand-mère. C'était surprenant de voir comment ce petit appareil pouvait capturer des images si claires et détaillées, et comment le zoom me permettait de voir des choses qui, à l'œil nu, passeraient inaperçues. Je m'entraînais en photographiant les oiseaux dans le jardin, les fleurs du parterre, chaque coin de la maison qui avait été le décor de mon bonheur et qui était maintenant devenu la scène de mon humiliation. Le mardi suivant, je pris mon vélo et me positionnai stratégiquement derrière un buisson d'hibiscus, au coin de la rue où vivait Célestine. C'était une ruelle étroite et paisible, typique des villages de campagne, où les maisons avaient quatre de grandes terrasses et des jardins remplis d'arbres fruitiers. Sa maison était peinte en jaune clair, avec une clôture basse en bois blanc, qu'elle avait elle-même peinte l'année précédente, avec mon aide. Me souvenir de la façon dont nous avions passé un après-midi entier, à rire et à discuter, en donnant ce nouveau visage à sa maison, me fit ressentir une pointe de douleur mêlée de colère. À 14 heures précises, comme je savais déjà que cela arriverait, je vis Étienne marcher dans la rue de son pas pressé d'homme qui a un rendez-vous important. Il regarda de tous côtés avant d'ouvrir le portail de la maison de Célestine, un geste qui confirmait sa conscience de sa culpabilité. Je pris plusieurs photos de lui, entrant dans la maison, et je réussis à capturer parfaitement l'expression d'anxiété et d'excitation sur son visage ridé. C'était le visage d'un homme sur le point de faire quelque chose qu'il savait être mal, mais auquel il ne pouvait résister. 2 heures plus tard, quand il sortit de chez elle, je réussis à photographier quelque chose d'encore plus compromettant. Étienne embrassa Célestine sur la bouche, juste sur le seuil. Un baiser long et passionné, comme ceux qu'il me donnait quand nous étions jeunes, et jeunes mariés. Elle portait un peignoir fleuri, les cheveux mouillés, et une expression de satisfaction qui me fit comprendre exactement ce qui s'était passé dans cette maison pendant les 2 heures où ils étaient restés ensemble. Les photos étaient alors parfaites, avec des détails si clairs qu'elles ne laissaient aucune place au déni ou à une interprétation alternative. Le jeudi, je répétais l'opération au Moulin des Rocheforts, me cachant derrière les mêmes arbres centenaires qui avaient été témoins de ma première découverte de la trahison. Cette fois, j'étais préparée et équipée pour tout documenter avec une précision professionnelle. Je réussis à photographier toutes leurs rencontres, de l'arrivée nerveuse au moment d'intimité qui me brisait le cœur en 1000 morceaux. Il y avait quelque chose de perversement satisfaisant à capturer leur fausseté en images, comme si chaque photo était une petite vengeance, une façon de leur voler l'intimité qu'ils m'avaient s'envolée. Ce qui attira le plus mon attention lors de ces observations, c'était à quel point ils étaient différents lorsqu'ils étaient seuls. Étienne se comportait comme un homme de 20 ans de moins, riant fort, racontant des blagues, étant affectueux d'une manière que je n'avais pas vue depuis des décennies. Célestine, de son côté, était radieuse, avec une joie authentique
qui la faisait ressembler à une adolescente amoureuse. C'était douloureux de l'admettre, mais ils semblaient vraiment heureux, ensemble. Plus heureux qu'Étienne et moi ne l'avions été ces dernières années. Cette constatation me frappa comme un éclair. Peut-être que la trahison n'était pas seulement une question de sexe ou d'aventure, mais d'une connexion émotionnelle que mon mari et moi avions perdue au fil des ans. Peut-être avait-il trouvé en Célestine quelque chose qu'il ne trouvait plus en moi, une version de lui-même qui avait été enterrée sous des décennies de routine, de responsabilité et de l'usure naturelle d'un long mariage. Cette possibilité me blessait plus que la trahison physique, car elle suggérait que j'avais échoué en tant qu'épouse d'une manière que je n'avais même pas perçue. Pendant les 2 semaines suivantes, j'accumulais une collection impressionnante de preuves photographiques. J'avais des images d'eux s'embrassant, s'enlaçant, marchant main dans la main, riant ensemble, se regardant avec une passion qui m'était refusée depuis si longtemps que je ne me souvenais même plus de ce que c'était que de se sentir désiré de cette façon. Chaque photo était une preuve irréfutable de la trahison, mais aussi un rappel douloureux de tout ce que j'avais perdu sans m'en rendre compte. Je rangeais toutes les photos dans un dossier que je cachais au fond de mon armoire, parmi les vêtements d'hiver que je ne portais que pendant les mois les plus froids de l'année. C'était mon trésor secret de douleur et de preuves, mes munitions pour la confrontation que je savais inévitable. Mais plus j'accumulais de preuves, plus je me demandais ce que je comptais en faire exactement. Confronter Étienne ? Exposer publiquement Célestine? Contacter un avocat pour le divorce? Chaque option me paraissait à la fois insuffisante et dévastatrice. La vie à la maison continuait sa farce de normalité. Étienne revenait de ses rendez-vous secrets plus affectueux et attentionnés envers moi, comme si la culpabilité le motivait à compenser la trahison en étant un meilleur mari dans les moments où il était présent. Il m'apportait de petits cadeaux, complimentait ma cuisine avec plus d'enthousiasme et a même tenté de raviver notre intimité physique d'une manière qui n'était pas arrivée depuis des années. C'était comme vivre avec un étranger qui avait parfaitement mémorisé le rôle de mon mari. Célestine aussi changea de comportement avec moi. Elle devint plus serviable, plus affectueuse, offrant toujours son aide pour les tâches ménagères ou apportant de petites attentions comme des pâtisseries maison ou des fleurs de son jardin. C'était comme s'ils essayaient, tous les deux, d'apaiser leur culpabilité en étant plus gentils avec moi, sans se rendre compte que chaque geste de fausse bonté était comme du sel sur une plaie ouverte. J'acceptais tout avec un sourire forcé, jouant le rôle de l'épouse et de l'amie naïve, tandis qu'à l'intérieur, je bouillais de colère et d'humiliation. Un matin, en organisant les photos pour la 10e fois, une terrible prise de conscience me frappa. J'étais en train de devenir une personne que je ne reconnaissais pas, quelqu'un d'obsédé par la trahison, consumé par le besoin de vengeance, ne vivant que pour documenter le bonheur des autres au détriment de ma propre destruction émotionnelle. L'enquête qui avait commencé comme une recherche de la vérité devenait une prison dont je ne pouvais m'échapper. Ce soir-là, pendant le dîner, j'observais Étienne raconter une histoire sur sa jeunesse, animé et souriant, et je me demandais si je voulais vraiment détruire cet homme que, malgré tout, j'aimais encore d'une manière tordue. Les photos dans mon sac semblaient s'en-peser des tonnes, et pour la première fois depuis le début de ce périple, je doutais du chemin que j'avais choisi. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. J'avais franchi une ligne de non-retour, et je devais maintenant décider comment utiliser le pouvoir destructeur que j'avais accumulé entre mes mains. La réponse à tous mes doutes vint d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. C'était un jeudi typique de mars, avec la chaleur étouffante qui précède les orages d'automne en Bourgogne, et j'étais à ma position habituelle, derrière les arbres du moulin, appareil photo en main, prête pour une autre séance de documentation de la trahison de mon mari. Étienne était arrivé ponctuellement à 15 heures, comme toujours, et Célestine apparut 10 minutes plus tard, radieuse dans sa robe bleu clair qui mettait en valeur ses yeux. Ils se saluèrent avec le baiser passionné habituel, et je me préparais pour un autre après-midi de torture photographique. Mais quelque chose était différent ce jour-là. Étienne semblait plus agité que d'habitude, gesticulant beaucoup en parlant à Célestine, et je pus remarquer même de loin qu'il transpirait excessivement pour un homme qui n'avait marché que 3 kilomètres. Ils entrèrent dans le moulin comme d'habitude,
et je m'installais pour la longue attente de 2 heures qui précédait toujours leur sortie. J'ajustais le zoom de l'appareil et me préparais à capturer d'autres preuves de la destruction de mon mariage, sans imaginer que j'étais sur le point d'assister à quelque chose de complètement différent. 20 minutes plus tard, j'entendis des cris désespérés venant de l'intérieur du moulin. C'était la voix de Célestine, aiguë et pleine de panique, criant le nom d'Étienne à plusieurs reprises. Mon premier instinct fut une satisfaction perverse, pensant qu'ils s'étaient peut-être disputés, que leur fantasme romantique s'était enfin heurté à la réalité. Mais quand je vis Célestine sortir en courant du moulin, le visage blanc de terreur et les mains tremblant de manière incontrôlable, je compris que quelque chose de bien plus grave s'était produit. Elle regarda autour d'elle désespérément, comme si elle cherchait de l'aide, mais elle était complètement seule dans cet endroit isolé. Je la vis prendre son vélo et partir en pédalant frénétiquement en direction de la ville, abandonnant ce qui s'était passé à l'intérieur. À cet instant, mon cœur d'épouse l'emporta sur ma soif de vengeance. J'oubliais complètement les photos, la colère, l'humiliation, et je courus vers le moulin, craignant le pire. Je trouvai Étienne effondré sur le sol froid, en pierre du moulin, inconscient, le visage pâle et la respiration irrégulière. De l'écume sortait de sa bouche, et son corps était complètement flasque, comme si toutes ses forces avaient été drainées d'un seul coup. Malgré toute la rancœur que je ressentais, malgré toutes les trahisons que j'avais découvertes, à ce moment-là, il redevint simplement l'homme que j'aimais depuis plus de 40 ans, le père des enfants que nous n'avions jamais eus, le compagnon que j'avais choisi pour partager ma vie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il n'y avait pas de réseau dans cette région isolée, alors je dus utiliser toutes mes forces de femme de 73 ans pour aider Étienne à se relever et le ramener là où j'avais laissé mon vélo. Ce fut l'une des tâches les plus difficiles de ma vie, porter un homme de 76 ans qui pesait presque le double de mon poids. Mais l'amour que je ressentais encore pour lui me donna une force que je ne savais même pas posséder. Je réussis à le mettre sur le porte-bagages et à pédaler lentement vers la ville, le tenant pour qu'il ne tombe pas. L'hôpital local de Beauregard était à 15 minutes de vélo du centre-ville. Mais ce jour-là, cela me parut une éternité. Étienne oscillait entre conscience et inconscience pendant le trajet, murmurant des mots incohérents qui incluaient le nom de Célestine, mêlés à des demandes de pardon qui me brisaient le cœur. Quelques personnes dans la rue m'aidèrent en voyant notre situation désespérée et nous arrivâmes enfin aux urgences où les médecins le prirent immédiatement en charge pour des examens urgents. Le docteur Laurent, le médecin le plus expérimenté de la ville, un homme aux cheveux blancs qui avait soigné pratiquement toutes les familles de Beauregard pendant 3 décennies, m'expliqua qu'Étienne avait eu un léger AVC. Selon lui, le stress, l'âge et l'agitation excessive auraient pu déclencher l'épisode. Mais heureusement, j'étais arrivée à temps pour éviter des conséquences plus graves. Il devrait rester en observation quelques jours, puis suivre un traitement rigoureux à la maison. Mais les perspectives de rétablissement complet étaient peu bonnes. Pendant les 3 jours où Étienne resta hospitalisé, je ne pus m'empêcher de penser à l'ironie cruelle de la situation. Célestine, la femme pour qui il avait risqué notre mariage, s'était simplement enfuie quand il avait le plus besoin d'aide. Moi, l'épouse trahie qu'il avait humiliée avec ses mensonges, j'étais celle qui lui avait sauvé la vie et qui était restée à ses côtés 24 heures sur 24. C'était comme si le destin me montrait qui comptait vraiment à l'heure de vérité, qui avait un réel engagement envers lui, au-delà de la passion passagère. Célestine n'apparut pas une seule fois à l'hôpital pendant ces 3 jours. Elle n'envoya même pas un bouquet de fleurs ou un message pour prendre de ses nouvelles. C'était comme si elle avait simplement disparu de la vie d'Étienne au moment où il avait cessé d'être l'amant sain et viril pour devenir un homme fragile, ayant besoin de soins médicaux. Cette constatation me remplit d'une satisfaction amère, mais aussi d'une profonde tristesse pour l'homme que j'aimais et qui découvrait de la pire des manières ce qu'il signifiait réellement pour sa prétendue passion. Quand je ramenai Étienne à la maison le 4e jour, il était différent. Pas seulement physiquement affaibli par les effets de l'AVC, mais émotionnellement ébranlé par quelque chose que je ne pouvais pas identifier complètement.
Il passait des heures à regarder par la fenêtre, comme s'il attendait que quelqu'un apparaisse, et parfois il marmonnait des mots que je ne pouvais pas comprendre. Les médecins avaient la prévenu que certains patients victimes d'AVC passaient par des épisodes de confusion mentale temporaire. Alors j'attribuais initialement ces changements aux effets de la condition médicale. Mais au fil des jours, je réalisais qu'il se passait quelque chose de beaucoup plus complexe avec mon mari. Il commença à avoir des cauchemars terribles, se réveillant au milieu de la nuit, en criant et en sueur froide, répétant toujours le nom de Célestine d'une manière qui sonnait plus comme une supplication que comme de la nostalgie. Pendant la journée, il parlait seul comme s'il discutait avec quelqu'un qui n'était pas là, demandant toujours pardon et expliquant quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Une nuit, je me réveillais avec Étienne assis sur le lit, fixant le coin de la chambre et murmurant « S'il te plaît, pardonne-moi, je ne voulais pas t'abandonner, je ne savais pas que tu aurais si peur. » Quand je lui demandais à qui il parlait, il me regarda avec des yeux écarquillés de terreur et dit que Célestine était là, dans la chambre, lui demandant des explications sur pourquoi il l'avait laissée seule au moulin quand elle avait le plus besoin de lui. Initialement, je pensais que c'était des hallucinations causées par les médicaments. Mais quand je consultais le docteur Laurent, il dit que les examens neurologiques d'Étienne étaient normaux et qu'il n'y avait aucune indication médicale pour ce type de symptômes. C'était comme si mon mari était hanté par sa propre culpabilité, matérialisée par la figure fantomatique de la femme qu'il avait abandonnée au moment de sa plus grande vulnérabilité. Chaque nuit devenait un cauchemar pour nous. Étienne parlait avec la Célestine imaginaire jusqu'à des heures tardives, implorant son pardon, expliquant qu'il n'avait pas eu le choix, qu'il s'était évanoui et ne pouvait contrôler la situation. Il pleurait comme un enfant, se tordait dans le lit comme s'il était physiquement tourmenté et finissait toujours par murmurer des déclarations d'amour à quelqu'un qui n'était clairement plus intéressé à les entendre. Pendant la journée, il était déprimé et absent, comme s'il attendait le retour des visions nocturnes. Il avait complètement perdu l'appétit, l'intérêt pour la télévision, pour les conversations avec moi ou avec les voisins qui venaient à lui rendre visite. C'était comme s'il était devenu prisonnier de sa propre conscience coupable, et je me trouvais dans la position bizarre de soigner l'homme qui m'avait trahi pendant qu'il souffrait pour une femme qu'il avait abandonnée. Ironiquement, au fil des jours, je commençais à ressentir une sorte de vengeance que je n'aurais jamais pu planifier. Étienne était puni d'une manière beaucoup plus cruelle que n'importe quelle confrontation ou exposition publique que j'aurais pu orchestrer. Il vivait l'enfer de sa propre culpabilité, forcé de faire face quotidiennement aux conséquences émotionnelles de ses choix, découvrant de la pire des manières que la passion qu'il jugeait éternelle était en fait superficielle et lâche. En m'occupant de lui, le nourrissant à la cuillère, lui donnant ses médicaments aux heures prescrites, l'aidant à prendre son bain et à s'habiller, je ressentais un mélange confus de compassion, de satisfaction et de tristesse. L'homme qui m'avait trahi était maintenant complètement dépendant de moi, tourmenté par les visions d'une femme qui s'était avérée bien moins loyale que l'épouse qu'il avait méprisée. C'était une leçon de vie cruelle, mais peut-être nécessaire, sur les différences entre l'amour véritable et la passion passagère. Les semaines qui suivirent l'épisode du moulin transformèrent notre maison en une sorte de purgatoire où j'étais à la fois infirmière, gardienne et témoin silencieux de la détérioration mentale de l'homme qui avait partagé mon lit pendant plus de 4 décennies. Étienne n'était pas seulement physiquement affaibli par l'AVC, il était consumé par une culpabilité qui se manifestait de manière de plus en plus troublante et inexplicable. Chaque aube apportait de nouveaux épisodes de terreur nocturne, qui me forçaient à affronter une réalité qui défiait tout ce que je pensais savoir sur mon mari et sur le pouvoir destructeur des remords. La première fois que je fus témoin complète d'une de ces visions fut un lundi pluvieux d'avril. Étienne avait réussi à dormir quelques heures d'affilée, chose devenue rare depuis son retour de l'hôpital, quand il se redressa soudainement dans le lit, les yeux écarquillés, fixant le pied du lit. Il commença à parler à quelqu'un que je ne voyais pas, mais qui pour lui était aussi réel que moi. « Célestine, s'il te plaît, écoute-moi », disait-il d'une voix brisée par l'émotion.
Je ne t'ai pas abandonné exprès. Je me suis évanouie. Je ne pouvais plus bouger. S'il te plaît, arrête de me regarder comme ça. » Ce qui me hantait le plus n'était pas seulement ses paroles, mais la façon dont il réagissait physiquement à la présence imaginaire de Célestine. Il reculait sur le matelas comme si elle s'approchait de lui, de manière menaçante, tendait les mains comme pour la toucher, et parfois même pleurait d'une manière que je ne l'avais pas vue pleurer depuis la mort de ses parents, des décennies auparavant. C'était comme assister à un dialogue où je n'entendais qu'un seul côté de la conversation, mais pouvais sentir la présence oppressante de l'autre à travers les réactions terrifiées de mon mari. Pendant la journée, Étienne vivait dans une sorte d'attente anxieuse, comme s'il savait qu'elle reviendrait à la tombée de la nuit. Il évitait de parler des épisodes nocturnes, mais je sentais qu'il était constamment en alerte, sursautant au moindre bruit, regardant nerveusement les coins sombres de la maison, vérifiant obsessionnellement les portes et les fenêtres comme s'il attendait une intrusion. Quand j'essayais de lui parler de ce qui se passait, il secouait simplement la tête et murmurait que je ne comprendrais pas, que c'était entre elle et lui. Le docteur Laurent nous rendit visite 2 fois par semaine, le premier mois, se montrant toujours perplexe face à l'évolution de l'état d'Étienne. Tous les examens neurologiques restaient normaux. Il n'y avait aucun signe de démence ou de détérioration cognitive, et les médicaments pour l'AVC n'avaient pas d'effets secondaires, expliquant des hallucinations si vives et spécifiques. « C'est comme s'il était tourmenté par sa propre conscience », commenta le médecin lors d'une de ses visites, sans savoir à quel point son observation était proche de la vérité. Ce qui m'intriguait vraiment, c'était la constance des visions d'Étienne. Célestine lui apparaissait toujours dans la même robe bleue qu'elle portait le jour de l'AVC, toujours les cheveux mouillés, comme si elle sortait de la douche, toujours avec une expression de déception et d'abandon qui le faisait se tordre de culpabilité. Elle ne prononçait jamais de mots qu'il pouvait me répéter, mais communiquait d'une manière qui le laissait de plus en plus tourmenté et désespéré. Une nuit particulièrement intense, Étienne se mit à crier dans son sommeil, réveillant tout le voisinage de notre rue tranquille. « Je sais que tu as peur », hurlait-il. « Je sais que tu t'es senti abandonné, mais je t'aime, je t'ai toujours aimé. Pourquoi ne me pardonnes-tu pas ?» Quand je réussis à le réveiller, il transpirait tellement que le drap était trempé et il avait des égratignures sur les bras comme s'il s'était débattu contre quelque chose d'invisible qui tentait de le retenir. C'est cette nuit-là que je pris une décision qui allait complètement changer ma perspective sur toute la situation. Le lendemain, pendant qu'Étienne faisait une de ses rares siestes diurnes, je me rendis chez Célestine pour la première fois depuis l'incident du moulin. Je devais comprendre ce qui s'était réellement passé ce jour-là, savoir si elle s'était simplement enfuie par lâcheté ou s'il y avait une explication plus complexe à sa disparition soudaine. La maison jaune de Célestine avait toutes ses fenêtres fermées et une atmosphère d'abandon qui me glaça le sang. Je frappais à la porte plusieurs fois sans réponse, et quand je regardais par la fenêtre du salon, je vis que tous les meubles étaient recouverts de draps blancs, comme si la maison avait été préparée pour une longue absence. La voisine d'en face, Madame Fournier, me raconta que Célestine était partie pour Paris le lendemain de l'épisode du moulin, n'emportant que 2 valises et laissant la maison aux soins d'une agence immobilière pour une vente éventuelle. Elle était très secouée, expliqua Madame Fournier, une dame bavarde qui savait toujours tout ce qui se passait dans le quartier. Elle a dit que quelque chose de terrible s'était passé et qu'elle ne pouvait plus rester en ville. Elle semblait avoir très peur de quelque chose, vous savez. Elle n'a même pas voulu expliquer ce qui s'était passé. Cette information me fit réfléchir à l'état mental d'Étienne. Si Célestine s'était vraiment enfuie, terrifiée pour une raison quelconque, peut-être que ses visions étaient une manifestation de sa culpabilité d'avoir causé cette terreur. Quand je rentrais chez moi, je trouvais Étienne réveillé et plus agité que jamais. Il avait remarqué mon absence et était convaincu que j'étais allée parler à Célestine, qu'elle m'avait tout raconté sur leur relation et que je prévoyais de l'abandonner comme elle l'avait fait. « Elle te l'a dit, n'est-ce pas ?» demandait-il à plusieurs reprises, me tenant la main avec une force désespérée. « Elle t'a dit que je suis un lâche, que je ne l'ai pas secourue quand elle en avait besoin ? Ne manquez pas les prochaines vidéos. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour être informé. Revenons à l'histoire.
C'est à ce moment-là que je commençais à comprendre la véritable dimension du tourment mental qu'Étienne vivait. Il n'était pas seulement hanté par la culpabilité de la trahison, il était détruit par la culpabilité d'avoir échoué, en tant qu'homme, au moment où Célestine avait le plus besoin de lui. Dans sa version des faits, lorsqu'il s'était évanoui au moulin, Célestine avait été désespérée en essayant de le réveiller, criant à l'aide, et il avait été incapable de la protéger ou de la rassurer. Le fait qu'elle se soit enfuie, terrifiée, s'était transformé dans son esprit en un échec masculin inacceptable. Elle avait si peur, murmurait-il les nuits suivantes. Elle criait mon nom, et je ne pouvais pas répondre. Elle avait besoin de moi, et j'étais évanouie comme un bon à rien. Elle ne me le pardonnera jamais. C'était comme si Étienne avait créé un récit, où il était à la fois l'amant traître et le protecteur défaillant, portant une double culpabilité qui le consumait de l'intérieur comme un cancer émotionnel. Les visions de Célestine devinrent plus intenses et fréquentes. Elle apparaissait non seulement pendant les cauchemars nocturnes, mais aussi pendant la journée, toujours dans la même robe bleue, toujours les cheveux mouillés, toujours avec cette expression de déception qui faisait pleurer Étienne comme un enfant. Il se mit à lui parler ouvertement, même en ma présence, implorant son pardon, expliquant à plusieurs reprises qu'il n'avait pas eu le choix, que l'AVC avait été plus fort que sa volonté. Le plus troublant, c'est que je commençais à ressentir sa présence aussi. Pas de manière visuelle comme Étienne, mais il y avait une énergie étrange dans la maison, une sensation constante que nous étions observés, qu'il y avait quelqu'un d'autre avec nous. La température dans certaines pièces semblait plus basse, les ombres plus denses, et parfois je jurais entendre des pas dans le couloir pendant la nuit, même en sachant qu'Étienne était couché à côté de moi. Une nuit, en observant mon mari implorer le pardon d'une Célestine invisible, une terrible prise de conscience me frappa. J'avais passé des semaines à planifier une vengeance élaborée contre lui, à documenter chaque moment de trahison, à fantasmer sur les moyens de l'humilier et de détruire son bonheur clandestin. Mais le destin s'était chargé d'une vengeance bien plus cruelle et efficace que tout ce que j'aurais pu imaginer. Étienne était puni non seulement pour la trahison, mais pour son échec à protéger la femme qu'il aimait. Et cette punition venait d'une source que ni lui, ni moi ne pouvions contrôler. Cette nuit-là, alors qu'il suppliait une Célestine fantomatique d'arrêter de le hanter, je compris que j'étais devenu le témoin de quelque chose de bien plus grand qu'une simple trahison conjugale. C'était comme si tous les mensonges, toute la fausseté, toute la douleur semée dans notre famille avaient créé une énergie propre, une force qui se nourrissait maintenant de la culpabilité et du remords pour se manifester de manière qui défiait toute explication rationnelle. Et pour la première fois depuis la découverte de la trahison, je commençais à sentir que je n'étais peut-être pas la seule victime de cette histoire. Peut-être que nous tous, moi, Étienne et même Célestine, étions prisonniers de quelque chose créé par nos propres choix, qui avait maintenant sa propre vie, nous tourmentant chacun de manière différente, mais tout aussi dévastatrice. Les mois qui suivirent transformèrent notre maison de maître centenaire en une sorte de théâtre macabre, où j'étais à la fois spectatrice et participante d'un drame qui échappait complètement à mon contrôle. Étienne était devenu l'ombre de l'homme que j'avais connu, non seulement physiquement affaibli par l'AVC, mais émotionnellement détruit par une culpabilité qui se manifestait de manière de plus en plus troublante. Les visions de Célestine non seulement persistaient, mais semblaient devenir plus réelles, plus intenses, plus oppressantes, comme si elles prenaient progressivement possession de notre maison et de nos vies. Ce qui me hantait le plus, c'était de réaliser que j'étais moi-même en train d'être affectée par cette étrange présence. Je me réveillais en pleine nuit, avec la sensation nette que quelqu'un m'avait caressé les cheveux. Je trouvais des objets à des endroits où j'étais sûre de ne pas les avoir laissés. Et parfois, je sentais un doux parfum de jasmin, le même parfum que Célestine portait toujours, flotter dans les couloirs de la maison sans explication apparente. C'était comme si elle avait laissé une empreinte énergétique dans notre foyer qui refusait de disparaître, même avec son absence physique. Étienne se mit à vivre dans une sorte d'état de veille, constant, ne dormant que quelques heures par nuit, et se réveillant toujours en sursaut,
comme s'il était appelé par quelqu'un. Pendant la journée, il se promenait dans la maison en parlant seul, mais pas de manière aléatoire, comme le font certains aînés ayant des problèmes cognitifs. Ses conversations avaient une logique interne. C'étaient des dialogues cohérents, où il répondait à des questions que je ne pouvais pas entendre, expliquait des situations que je ne pouvais pas comprendre, implorait le pardon pour des fautes que seul lui et sa visiteuse nocturne semblaient en connaître. « Je sais que tu es en colère », disait-il un matin ensoleillé de mai, debout, au milieu du salon, et fixant le fauteuil où Célestine avait l'habitude de s'asseoir quand elle nous rendait visite. « Je sais que tu t'es sentie abandonnée au moulin, mais tu dois comprendre que je n'avais pas le choix. Je me suis évanouie. Je ne pouvais pas bouger. Le fauteuil restait vide à mes yeux, mais Étienne réagissait comme si quelqu'un répondait, hochant la tête, gesticulant, parfois même souriant tristement, comme s'il avait reçu une réponse réconfortante. La situation se compliqua encore lorsque je remarquai que d'autres aspects de notre vie quotidienne étaient affectés par cette présence inexplicable. Les plantes du jardin que Célestine avait aidé Étienne à planter commencèrent à se faner sans raison apparente, même en recevant les soins appropriés. La télévision s'allumait seule, toujours sur la chaîne des téléfilms qu'elle regardait avec nous, et la radio de la cuisine jouait parfois les chansons romantiques qu'elle et Étienne fredonnaient ensemble pendant les cafés du mercredi matin. Geneviève, mon amie la plus ancienne, commença à éviter de nous rendre visite après quelques expériences qu'elle décrivit comme étranges et inconfortables. Selon elle, il y avait une sensation oppressante dans l'air, comme si quelqu'un observait constamment, et elle jurait avoir vu la silhouette d'une femme en robe bleue passer rapidement dans les couloirs lors d'une de ses visites. « Bernadette, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas dans cette maison », me dit-elle un après-midi, me tenant les mains avec une réelle inquiétude. « Vous devez chercher de l'aide, ce n'est pas normal. » Mais ce qui me perturbait le plus n'étaient pas les phénomènes inexplicables en eux-mêmes, mais la façon dont ils semblaient liés aux états émotionnels d'Étienne. Quand il était plus calme, acceptant mieux la situation, la maison devenait aussi plus tranquille. Mais quand sa culpabilité s'intensifiait, quand il pleurait et implorait le pardon avec plus de désespoir, toute l'atmosphère de la maison devenait lourde, oppressante, comme si une tempête émotionnelle se formait entre les murs centenaires. Une nuit de juin, particulièrement froide pour la saison, je fus témoin de quelque chose qui changea complètement ma compréhension de ce qui se passait. Étienne avait un de ses épisodes les plus intenses, parlant avec animation à la Célestine invisible, quand il se mit soudain à pleurer d'une manière que je n'avais jamais vue. Ce n'était pas le pleur de culpabilité ou de remords que je connaissais, mais un pleur de soulagement, de gratitude, comme s'il avait enfin reçu une forme de pardon qu'il cherchait depuis des mois. « Merci », murmurait-il entre les larmes. « Merci de me pardonner. Je sais que tu comprends maintenant que je ne voulais pas t'abandonner. Je sais que tu vois que je t'aime vraiment. » Et pour la première fois en des mois, il dormit toute la nuit, sans cauchemar, sans cris, sans conversation désespérée, avec des fantômes. C'était comme si une sorte de paix avait enfin été trouvée entre eux, comme si elle avait décidé d'arrêter de le tourmenter et de commencer à le consoler. Mais cette paix eut un prix que je n'avais pas anticipé. À mesure qu'Étienne devenait plus tranquille vis-à-vis de sa visiteuse surnaturelle, il devenait aussi plus distant de moi. C'était comme si toute son énergie émotionnelle était canalisée vers cette relation fantomatique, le laissant sans ressources internes pour se reconnecter avec moi. Il s'occupait des nécessités de base de la vie, mangeait quand je servais, prenait ses médicaments aux heures prescrites. Mais c'était comme vivre avec un homme physiquement présent, mais émotionnellement absent. Pendant cette période, je commençais à remettre sérieusement en question ma propre santé mentale. Je vivais dans une maison où mon mari tenait des conversations quotidiennes avec la femme qui l'avait trahi, où des objets se déplaçaient seuls et où je sentais constamment des présences invisibles. Je consultais plusieurs fois le docteur Laurent, non seulement pour discuter de l'état d'Étienne, mais pour savoir si je ne développais pas moi-même une sorte de trouble psychologique induit par le stress de la situation. « Bernadette », me dit le médecin lors d'une de ses consultations, « vous avez été soumise à un niveau de stress émotionnel
qui mettrait à l'épreuve la santé mentale de n'importe qui. S'occuper d'un conjoint ayant des problèmes neurologiques est déjà un défi dans des circonstances normales. Mais compte tenu de tout ce que vous avez traversé, il est naturel que vous remettiez en question votre propre perception de la réalité. Il me prescrivit des calmants légers et suggéra que je cherche un soutien psychologique. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui me disait qu'il soupçonnait aussi qu'il se passait plus dans notre maison que de simples problèmes médicaux. C'est lors d'une de ces nuits d'insomnie, en observant Étienne dormir paisiblement pour la première fois depuis des mois, que j'eus une révélation troublante sur toute la situation. Peut-être que ces visions n'étaient pas seulement des hallucinations causées par la culpabilité, mais une sorte de manifestation réelle d'une énergie créée par l'intensité émotionnelle de tout ce que nous avions vécu. L'amour, la trahison, l'abandon, la culpabilité, le remords. Toutes ces émotions extrêmes avaient été concentrées dans notre maison pendant des mois et avaient peut-être créé quelque chose qui avait sa propre vie. Je commençais à observer des schémas dans les phénomènes que nous expérimentions. La présence de Célestine se manifestait plus intensément aux endroits où elle avait passé le plus de temps durant les années où elle fréquentait notre maison. La terrasse où nous prenions le café, la cuisine où elle m'aidait à préparer les repas, le jardin où elle travaillait aux côtés d'Étienne. C'était comme si ces souvenirs heureux avec nous avaient laissé des empreintes énergétiques qui étaient maintenant activées par la culpabilité et l'amour que mon mari ressentait encore pour elle. L'aspect le plus troublant de cette perception était de comprendre que je faisais aussi partie de ce cycle énergétique. Ma colère, mon humiliation, mon désir de vengeance, mon amour persistant pour Étienne, tous ces sentiments contradictoires nourrissaient la même force qui maintenait Célestine présente dans nos vies. C'était comme si nous étions tous les trois piégés dans une danse émotionnelle, qui continuait même avec son absence physique, une chorégraphie de douleur et de passion qu'aucun de nous ne savait comment interrompre. Un matin de juillet, en préparant le petit déjeuner, je sentis pour la première fois une présence directement adressée à moi. Ce n'était pas la vague sensation d'être observée que j'avais ressentie les mois précédents, mais une communication claire, presque comme si quelqu'un me murmurait à l'oreille. Et ce que j'entendis me glaça le sang. Merci de t'occuper de lui. Merci de ne pas l'avoir abandonné comme je l'ai fait. À cet instant, je compris que Célestine ne tourmentait pas seulement Étienne par culpabilité ou vengeance. Elle essayait de communiquer avec nous, de résoudre quelque chose qui était resté en suspens lorsqu'elle s'était enfuie, terrifiée, le jour de l'AVC. Et pour la première fois depuis la découverte de la trahison, je commençais à sentir qu'il y avait peut-être un moyen, pour nous tous, de trouver une forme de paix, même si c'était par des méthodes qui défiaient tout ce que je pensais savoir sur la vie et la réalité. L'hiver arriva tôt cette année-là, apportant avec lui un froid qui semblait pénétrer non seulement les murs de notre maison, mais aussi nos âmes déjà épuisées par des mois de tourments surnaturels. C'est un matin gris d'août que tout changea définitivement, lorsque la présence de Célestine se manifesta enfin, d'une manière que ni Étienne, ni moi, ne pouvions plus ignorer ou rationaliser comme le produit de notre imagination perturbée. Je me réveillais à 5 heures du matin, avec une sensation étrange, comme si quelqu'un m'avait appelé par mon nom. Mais quand je regardais à côté de moi, Étienne dormait profondément, respirant avec la tranquillité qu'il avait retrouvée ces dernières semaines. Je me levais silencieusement et me dirigeais vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner, comme je le faisais chaque matin depuis plus de 40 ans. Mais quand j'allumais la lumière, je faillis laisser tomber la tasse sur le sol froid. Elle était là, assise à la table, où nous prenions le café ensemble tous les mercredis, portant la même robe bleu clair que le jour de l'AVC, ses cheveux châtains, ondulés tombant sur ses épaules, et ses yeux clairs qui m'avaient toujours semblé si bienveillants. Célestine était là, aussi réelle que moi, mais il y avait quelque chose de différent dans son apparence, une translucidité subtile qui la faisait ressembler plus à une projection lumineuse qu'à une personne de chair et d'os. « Bernadette !» dit-elle d'une voix qui semblait venir de très loin, mais qui était sans équivoque la sienne. « Nous devons parler. Il y a des choses que tu dois savoir, des choses que je dois expliquer avant qu'il ne soit trop tard. » Mon premier instinct fut de crier, de réveiller Étienne,
de fuir cette vision impossible qui défiait tout ce que je croyais. Mais quelque chose dans son expression, un mélange de tristesse, de regret et d'urgence, me fit rester là, tremblante de peur et de curiosité. Je m'assis lentement sur la chaise en face d'elle, comme nous l'avions fait des centaines de fois, mais maintenant séparés par un abîme bien plus que physique. « Êtes-vous réellement ici ?» demandai-je d'une voix que je reconnus à peine. « Ou est-ce que je deviens folle comme Étienne ?» Elle sourit tristement, ce doux sourire qui me conquérait toujours. « Je suis ici, mais pas de la manière que vous connaissez, » répondit-elle, et sa voix avait un écho éthéré. « Je n'ai jamais voulu que les choses se passent ainsi, Bernadette. Je n'ai jamais voulu détruire votre famille, vous blesser. Ce qui s'est passé entre Étienne et moi a échappé à notre contrôle. Quelque chose qui a grandi jusqu'à devenir plus grand que nous deux. » Ces paroles étaient le comme des poignards, confirmant la trahison. Mais il y avait une sincérité dans sa voix qui me forçait à écouter. « Pourquoi vous êtes-vous enfui ?» demandai-je, des larmes coulant sur mon visage. « Pourquoi l'avez-vous abandonné ?» Son expression se mua en un mélange de douleur et de honte. « Parce que je suis une lâche », répondit-elle, baissant les yeux. « Quand j'ai vu Étienne s'évanouir, j'ai paniqué. Je n'ai pensé qu'à fuir, à me cacher. Je savais que si on le trouvait là, on découvrirait notre relation, et je ne pouvais pas affronter les conséquences. Alors j'ai fui, laissant l'homme que j'aimais seul. » Entendre ces mots me fit ressentir une colère et une compassion confuses. D'un côté, j'étais furieuse de sa lâcheté. De l'autre, je reconnaissais en elle la peur que j'avais moi-même si souvent ressentie. « Mais pourquoi êtes-vous ici maintenant ?» demandai-je. « Pourquoi tourmenter Étienne toutes les nuits? Pourquoi hanter notre maison ?» Elle leva les yeux vers moi, une tristesse si profonde que cela me coupa le souffle. « Parce que je ne peux pas partir, » dit-elle, la voix brisée. « La culpabilité que je ressens de l'avoir abandonnée est si intense qu'elle me retient ici, dans cette maison où vous m'avez accueillie comme une famille. J'ai essayé de refaire ma vie à Paris, mais chaque nuit, j'étais ramenée ici par le besoin de demander pardon. À cet instant, je compris que Célestine était prisonnière de ses propres sentiments, tout comme Étienne était tourmenté par les siens. Ils étaient pris dans une danse de culpabilité mutuelle. « Étienne se blâme de ne pas avoir pu vous protéger au moulin, » lui expliquai-je. « Il croit avoir échoué en tant qu'homme. Il n'est pas en colère que vous ayez fui, il est en colère contre lui-même. » Elle se mit à pleurer, des larmes translucides qui semblaient en flotter dans l'air. « Et je me blâme d'avoir été si lâche, » murmura-t-elle. « Quand je suis arrivée à Paris, j'ai appris qu'il avait été hospitalisé, qu'il avait eu un AVC. J'ai su que vous lui aviez sauvé la vie, que vous aviez été la femme forte que je n'ai pas pu être. Et la culpabilité ne me laisse aucun repos. C'est là que j'eus une révélation. Nous étions tous les trois piégés dans un cycle de culpabilité. « Célestine, » dis-je, surprise par ma propre fermeté, « vous vous punissez tous les deux pour des choses que vous ne pouviez pas contrôler. Étienne n'a pas choisi d'avoir un AVC. Vous n'avez pas choisi de paniquer. Vous vous détruisez et vous me détruisez avec. » Elle me regarda avec un mélange d'espoir et de désespoir. « Pouvez-vous me pardonner, Bernadette? Parce que si vous ne pouvez pas, je ne pourrai jamais partir, jamais vous laisser en paix. » À cet instant, regardant cette femme qui avait été mon amie, ma quasi-fille, ma traîtresse, je compris que le pardon n'était pas seulement pour elle ou pour Étienne. C'était pour ma propre libération. « Je vous pardonne, » dis-je, et en prononçant ces mots, je sentis un poids énorme se retirer de mes épaules. « Je vous pardonne de vous être éprise de mon mari. Je vous pardonne d'avoir fui. Je vous pardonne de m'avoir menti. Et savez-vous pourquoi? Parce que garder cette colère me tue de l'intérieur. Et parce que je comprends que l'amour nous pousse parfois à faire des choses que nous savons être mal. » L'expression de Célestine se transforma complètement. La tristesse fit place à un soulagement si intense qu'il semblait irradier de sa figure translucide. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci de me donner la paix que je ne pouvais pas trouver seule. » Et puis, pour la première fois en des mois, elle sourit, de ce sourire authentique que je connaissais si bien. « Maintenant, vous devez aider Étienne à trouver la même paix, » dis-je, sentant une détermination grandir en moi.
Il doit comprendre qu'il n'a pas échoué, que vous étiez tous deux victimes des circonstances. » Elle hocha la tête, et je sentis que quelque chose avait fondamentalement changé dans sa présence. L'énergie oppressante se dissipait. « Je vais lui parler, » promit-elle. « Je vais tout lui expliquer. Et après... » Elle hésita. « Après, je partirai, et vous deux pourrez essayer de reconstruire ce qui peut encore être sauvé. » À cet instant, pour la première fois, en des mois, je sentis une étincelle d'espoir s'allumer dans ma poitrine. Ce même matin, après que Célestine eut disparu comme une brume matinale, je me sentis profondément transformée. Les mois de colère, d'humiliation et de désir de vengeance avaient été lavés de mon âme. Le pardon que j'avais offert à Célestine n'était pas seulement un cadeau pour elle, mais une libération pour moi-même. Étienne se réveilla vers 8 heures, plus calme qu'il ne l'avait été depuis des mois. Quand il descendit pour le petit déjeuner, il me trouva dans la cuisine préparant son porridge d'avoine préféré, fredonnant une chanson que je n'avais pas chantée depuis des décennies. Il me regarda avec surprise. « Bernadette, » dit-il hésitant, « tu es différente aujourd'hui. Il y a quelque chose de plus léger en toi. » Je lui souris, un sourire authentique. « J'ai parlé avec elle, » dis-je simplement. « J'ai parlé avec Célestine ce matin, et nous sommes parvenus à une entente. » Je m'attendais à ce qu'il soit confus, mais au lieu de cela, ses yeux s'emplirent de larmes de soulagement. « Elle t'a parlé à toi aussi ?» demanda-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Elle t'a parlé de nous deux ?» J'acquiesçai. « Elle m'a tout raconté, Étienne. Et sais-tu quoi d'autre ? Je lui ai pardonné. Je vous ai pardonné à tous les deux. » Les larmes qui coulèrent de ses yeux étaient différentes. C'étaient des larmes de soulagement, de surprise, de gratitude. « Comment peux-tu me pardonner après tout ce que j'ai fait ?» demanda-t-il, prenant ma main. « Parce que garder cette colère me tuait, » répondis-je honnêtement. « Parce qu'après 42 ans, je ne veux pas que notre histoire se termine dans l'amertume. Et parce que je comprends que nous méritons tous une seconde chance. » À ce moment-là, Étienne se mit à pleurer, un pleur de libération. « Je t'aime, Bernadette, » dit-il entre deux sanglots. « Je t'ai toujours aimée, même quand j'étais perdu. Je suis tombé amoureux de Célestine, c'est vrai, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Et c'est peut-être ça qui a été le plus douloureux. Ces paroles auraient pu me blesser des mois auparavant, mais à cet instant, je pouvais comprendre la complexité des sentiments humains. « Je sais, » dis-je en lui serrant la main, « et je comprends que vous n'aviez pas prévu que cela arrive. Maintenant, nous devons décider quoi faire avec les morceaux restants. » Dans les semaines qui suivirent, notre vie de couple subit une transformation que je n'aurais pas cru possible. Les visions de Célestine ne cessèrent pas immédiatement, mais leur nature changea. Au lieu de tourments, ces apparitions devinrent des moments d'adieu progressifs, des conversations où elle aidait Étienne à comprendre qu'il n'avait pas échoué. Une nuit, je fus témoin d'une de ces conversations. Étienne était assis sur la terrasse lorsque Célestine apparut à ses côtés, translucide et sereine. « Tu dois cesser de te blâmer, » l'entendis-je dire. « Tu es un homme bon qui s'est retrouvé dans une situation impossible. Et je suis une femme qui a réagi avec lâcheté. Mais cela ne nous définit pas. J'aurais voulu être plus fort, » répondit-il. Elle sourit tristement, tendant une main translucide pour caresser son visage. « Tu m'as protégée comme tu as pu, » dit-elle. « Tu m'as donné de l'amour quand je pensais ne plus jamais être aimée. C'est un cadeau précieux que j'emporterai avec moi. » Pendant cette conversation, je sentis une paix s'installer dans notre maison. Dans les mois qui suivirent, Étienne et moi entamâmes un processus lent mais constant de reconstruction de notre relation. Nous avons construit quelque chose de nouveau, basé sur une honnêteté émotionnelle que nous n'avions jamais connue. La dernière apparition de Célestine eut lieu un matin de printemps, 6 mois après notre conversation dans la cuisine. Nous travaillions ensemble au jardin quand elle apparut une dernière fois. Mais cette fois, elle était vêtue de blanc, avec une expression de paix profonde sur le visage. « Je suis venue vous dire adieu, » dit-elle, sa voix plus sereine. « J'ai trouvé la paix dont j'avais besoin. Vous avez trouvé le pardon que vous méritiez, et il est temps pour moi de partir définitivement. » Elle me regarda avec une gratitude sincère. « Merci, Bernadette, de m'avoir appris que le pardon n'est pas une faiblesse.
mais la forme d'amour la plus courageuse qui soit. Puis elle regarda Étienne. « Et merci, mon cher, de m'avoir aimé quand j'en avais besoin. Tu es un homme bon, et tu mérites d'être heureux. Prends bien soin de la femme extraordinaire que tu as à tes côtés. » Et sur ces mots, elle s'évanouit comme de la fumée dans le vent, ne laissant que le doux parfum de jasmin qui disparut bientôt lui aussi. Cette nuit-là, pour la première fois en près d'1 an, Étienne dormit d'un sommeil sans cauchemar. Et je dormis à ses côtés le cœur en paix, sachant que nous avions traversé l'une des épreuves les plus difficiles qu'un mariage puisse affronter, et en étions sortis non seulement survivants, mais plus sages et plus compatissants. À 73 ans, j'ai appris que le véritable amour n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité de les affronter ensemble, avec courage, honnêteté et pardon. J'ai appris que la vengeance que j'avais tant désirée ne m'aurait pas apporté la paix que le pardon m'a donnée. Aujourd'hui, Étienne et moi vivons une version différente de notre amour, plus mûre, plus consciente des fragilités humaines, plus reconnaissante de la seconde chance que la vie nous a donnée. Notre maison est redevenue un foyer, non pas hanté par les fantômes du passé, mais illuminé par l'espoir d'un avenir que nous construisons ensemble, jour après jour, avec la sagesse que seule la souffrance surmontée peut enseigner.